Bonjour à tous, bienvenue pour l'atelier sur la thématique Une opportunité pour se diversifier. On est ravis de vous retrouver ici. Sachez que vous pourrez réécouter et revoir, bien sûr, l'autre plateau qui est en cours en ce moment dans l'autre salle sur la plateforme dédiée à l'événement. Comme nous l'avons vu à l'instant avec Julia de Funès, la période d'incertitude que nous vivons peut aussi générer du rebond, de la résilience, comme elle nous l'a expliqué. Nous allons évoquer avec nos invités comment on peut transformer son entreprise et se diversifier. C'est tout l'enjeu de ce plateau. Je voulais d'abord vous remercier, vous présents sur le plateau, mais également à nos invités en vidéo. Vous allez voir que nous avons des chefs d'entreprise qui ont témoigné en vidéo. D'abord, vous remercier pour votre présence, mais également pour la confiance que vous nous accordez à témoigner ici. Je voulais également préciser, avant de vous présenter ici, que cet événement, c'est l'événement des entrepreneurs qui parlent aux entrepreneurs. Derrière votre écran, qui vous nous écoutez ici en ce moment, eh bien vous pouvez poser des questions. C'est un événement interactif qui est dédié aux entrepreneurs. Il n'est pas du tout question, nous sommes que des intermédiaires. On va aider à y voir plus clair sur la thématique qu'on vous propose, mais c'est avant tout votre événement. Donc posez des questions, n'hésitez pas. Vous avez la possibilité en dessous de le faire. Et puis les questions vont m'arriver sur une petite tablette qui est ici à côté de moi et je pourrai les poser aux chefs d'entreprise qui sont avec nous sur le plateau. Je tiens également à lancer un petit sondage. Ben oui, bien sûr, j'allais oublier le sondage. Qui êtes-vous derrière votre écran? C'est important, on a besoin de le savoir. Et puis, les chefs d'entreprise qui sont ici sont également curieux de savoir eh bien, quelle est la taille de votre entreprise. Qui êtes-vous finalement? Donc, le sondage va apparaître. Vous n'avez qu'à cliquer pour répondre. Je vais présenter, bien sûr, tous les intervenants qui se trouvent ici. Tout d'abord, on va commencer par Nicolas Rigaud, puisque Nicolas Rigaud est mon co-animateur pour cette session. Ravi que vous soyez à mes côtés. Vous représentez l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et merci d'avoir fait le déplacement depuis l'Allier, puisque je tiens que vous êtes de cette région. Il y a également sur mon plateau Frédéric Lagoire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Technologistique et vous venez du Puy-de-Dôme. Tout à fait. Romain Detellier. Bonjour Romain. Bonjour Gaëlle. Romain Detellier, vous êtes président de Arc Industrie à Voiron dans l'Isère. Merci d'avoir fait le déplacement également. Et puis enfin, Geoffroy Millet, dirigeant d'Enri Confection, parce que je crois qu'on dit comme ça, on enlève le E, on dit d'Enri. Tout à fait. C'est ça, d'Enri Confection. Et vous venez de Saint-Germain-la-Prade dans la Loire. La Haute-Loire. La Haute-Loire. Mon Dieu, je me trompe entre la Savoie, la Haute-Savoie, la Haute-Loire. Ouais, c'est important. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous. En plus des témoignages plateau, je vous en ai parlé tout à l'heure, nous aurons deux chefs d'entreprise qui vont témoigner en vidéo. Jérôme Chambard, d'abord, dirigeant de Skiply. Ils sont, eux, situés au Châtelard en Savoie. Et puis, on aura Frédéric Rodzinec, président de Capacity Biotech de Montluçon, également dans l'Allier. On en reparle, évidemment, au moment de la diffusion de ces séquences vidéo. Pour le moment, j'ai envie d'introduire cette séquence, justement, avec cette idée que chacun de vous a déployé de l'ingéniosité et beaucoup d'énergie pendant cette année 2020. Vous avez engagé vos équipes vers de nouveaux projets qui questionnent l'organisation du travail, la production, la communication et le positionnement marketing de vos organisations. C'est ce pourquoi vous allez nous raconter, c'est ce que vous allez nous raconter ce matin. Et c'est pour ça que vous êtes là, pour témoigner de votre expérience, qui a sans doute été une expérience difficile. Alors ma première question, et je vous demanderai une réponse rapide pour qu'on puisse rentrer rapidement dans le vif du sujet. Passer le cap de la sidération, quelles sont les premières démarches que vous avez entreprises pour envisager la diversification ou les diversifications, puisque je sais que certains d'entre vous en ont plusieurs dans les cartons, c'est le cas de le dire. Frédéric Lagoire, pour répondre à cette première question. Alors d'abord, dans l'urgence, il a été indispensable de donner du sens
parce que il faut avoir les équipes toujours d'abord dans une entreprise, si on va la faire tourner. Et pour donner du sens, on a trouvé quelque chose de plus grand que nous-mêmes, c'était de fabriquer des masques. Ouais. Ça a été la première chose, ouais. Pour motiver les équipes. Et puis c'est quelque chose qui nous a dépassés. Qui a galvanisé finalement vos équipes. Qui a galvanisé, puis après effectivement est arrivé le sujet chaussures qui a été le rebond par rapport à une difficulté ou une impasse, puisque on a fabriqué des dizaines de milliers de masques jusqu'au déconfinement, et puis après des masques sont venus de Chine, et là, il a fallu s'adapter. C'était plus difficile, effectivement. Geoffroy Millet. Tout à fait pareil, il a fallu comprendre un petit peu, expliquer comme tout entrepreneur à mon avis qui l'ont vécu, discuter avec les employés. On avait de tout, des gens qui avaient peur à juste titre, d'autres qui étaient inquiets, d'autres qui se disaient quand je continue à travailler. Nous avons continué à travailler, on est dans la confection, donc c'était facile d'aller vers les masques. Il fallait expliquer effectivement que c'était pour aider, faire partie de l'effort national. Et puis après, on a rebasculé à partir du mois de mai, comme le dit très justement Frédéric. Une fois que les conteneurs asiatiques ont débarqué, il a fallu reprendre notre activité normale et galvaniser un peu les équipes qui ont toujours été au rendez-vous, motivées pour essayer d'aller vers d'autres projets. Romain de Tellier. Alors pour nous, une fois les émotions les plus difficiles passées, la peur, l'inquiétude, le doute qu'on a tous vécu, qu'on a pu partager, on s'est recentré sur la vision qui a été construite par les salariés de l'entreprise, c'est faire de l'aventure humaine l'âme de l'industrie du futur. Et du coup, c'était surtout la question aventure humaine. Oui. Donc les salariés sont vraiment, m'ont challengé là-dessus en disant l'aventure c'est avec nos clients, nos fournisseurs, comment on fait pour les accompagner correctement et amener plus de valeur. Donc on a développé la supply chain auprès de certains clients qui étaient parfois en difficulté aussi, donc comment est-ce qu'on leur apportait plus de choses. Et puis, il y a une équipe qui a dit on fait de la tôlerie, pourquoi est-ce que nous, on ne ferait pas aussi notre distributeur de gel hydroalcoolique? Et donc, on l'a développé, ils l'ont développé avec succès. Et voilà, et puis la stratégie s'est recentrée aussi pour comment est-ce qu'on, dans cette aventure qu'on veut vivre, on arrive à s'inscrire dans notre stratégie malgré le brouillard. Et ça a été vraiment là-dessus que l'équipe a poussé. On va en parler, effectivement. Le collectif a été primordial dans votre cas et je l'entends auprès des trois chefs d'entreprise ici présents. Nicolas Rigaud, comment avez-vous vécu la situation ou qu'est-ce que vous avez pu observer auprès des chefs d'entreprise que vous accompagnez au quotidien ? Alors en fait, la situation évidemment est très variable d'une filière à l'autre. Il n'y a pas de règle générale. Il y a eu effectivement un arrêt d'activité ou une baisse des commandes avec des calendriers décalés, c'est plus ou moins simple selon les filières. Et effectivement, je pense qu'un certain nombre d'entrepreneurs, ceux qui sont surtout dans les filières les plus impactées, qui sont les activités liées à des marchés comme on adresse le tourisme ou l'aéronautique, où là effectivement il y a eu un arrêt brutal. Et c'est vrai que c'est une crise économique qui est un peu particulière par rapport à ça. On n'a jamais connu des crises économiques. C'était souvent, par exemple, la dernière, c'était une crise financière. Là, il n'y a pas un problème de financement. Il y a un problème d'arrêt des activités et d'arrêt de la mobilité ou des chaînes logistiques par décision politique. Donc, on s'est retrouvé avec des chaînes d'entreprise qui, entre guillemets, ont pris un coup. On pris un coup en se disant, soit on reste en sidération et puis on fait rien, soit, non, au contraire, en tant que chef d'entreprise, il faut rebondir. Donc, ce qu'on constate finalement à l'agence, c'est qu'on a notamment des chaînes d'entreprise TPE, PME, quand ils nous ont sollicité pour dire, bon, on ne va pas rester là, il faut rebondir, il faut réfléchir. Ce que je constate, moi, en retour empirique, c'est que finalement, une crise, c'est aussi une manière de révéler autre chose, de révéler des faiblesses, mais peut-être de se dire, certes, on est en crise, on ne peut pas rester comme ça, donc il faut peut-être aller chercher ailleurs ou réfléchir différemment. Et je rebondis sur ce que disait Romain sur la partie l'aventure humaine, ou ce que vous disiez, M. Laguarre, sur la partie donner du sens. Je pense qu'il faut emmener le collectif, parce que la première richesse, c'est l'humain et le savoir-faire qui va avec. Et donc, effectivement, c'est pouvoir le faire rebondir, lui redonner de l'allant, lui redonner de l'énergie pour se dire, effectivement, on est dans une situation compliquée, mais rien n'est inévitable. Et ça fait le lien avec ce qu'avait dit Mme de Funès tout à l'heure lors de sa conférence. Absolument. Merci beaucoup pour vos témoignages. Je vous propose tout de suite d'écouter Jérôme Chambard. Il est le dirigeant avec Sébastien Moulis de Skiply. Skiply est situé donc au Châtelard en Savoie et ils produisent des bornes de sondage et de satisfaction pour les magasins. Vous savez, les petits smileys sur lesquels on appuie. Alors, vous savez, après la crise sanitaire, ça a été un petit peu un problème. Donc, il a fallu repenser leur système
de satisfaction. Donc ils ont mis au point un système de QR code qui s'auto-génère. Donc ils vont nous raconter ça tout de suite sur leur témoignage vidéo et on revient là-dessus en plateau juste après. Pour nous, ça a été une catastrophe et un coup d'arrêt assez brutal. Alors déjà, au niveau de l'organisation du travail, pour nous, ça n'a pas changé grand-chose puisqu'on était déjà habitué à travailler à distance. Par contre, sur le plan du business model, sur le plan de notre offre, on a dû tout reconstruire en très peu de temps. Et la première chose qu'on a faite, c'est se poser la question, mais comment on fait aujourd'hui pour proposer autre chose à nos clients qui puissent utiliser dans le contexte de cette crise? Parce qu'on fait des bornes de satisfaction, on faisait des bornes de satisfaction qui étaient placées dans les aéroports, qui étaient placées dans les grands magasins et qu'il faut toucher. Et c'est sûr que dans un contexte de crise, c'est pas terrible. Donc on a breveté une nouvelle technologie qui a fait beaucoup de bruit ces dernières semaines. On a inventé en fait un QR code tournant qui permet de sécuriser l'utilisation des QR codes. Donc concrètement, il y a beaucoup de choses qu'on faisait avant avec nos boutons connectés qu'on va pouvoir faire avec ce QR code sécurisé. Et ça va donc quelque part être complémentaire, voire parfois remplacer les boutons connectés qu'on utilisait. Alors le paradoxe, c'est qu'avec tout ce qu'on a fait et l'énergie qu'on a dépensée, on se retrouve aujourd'hui avec des choses extrêmement prometteuses pour 2021. Il y a des choses dont je peux parler, d'autres non, mais je vais parler d'un seul exemple. On a une collaboration avec le CEA qui va nous permettre de sortir aussi des objets vraiment innovants qui vont être pilotés par des gestes sans contact. Il y a aussi d'autres choses qui vont arriver sur le plan de la traçabilité, puisque la traçabilité aujourd'hui, ça devient encore plus qu'avant essentiel. Et en réalité, on s'est ouvert de très nombreuses perspectives et on est finalement très optimiste pour 2021. Je ne sais pas si j'arriverai à insuffler de l'optimisme. Moi-même, j'ai été très pessimiste quand j'ai vu la crise arriver. Ce que je sais en revanche, c'est qu'on s'est lancé corps et âme sans vraiment savoir comment ça allait tourner. Et finalement, ça tourne bien. Il faut juste y croire et il faut se lancer et advienne que pourra et en général ça passe. Un témoignage intéressant et on voit un chef d'entreprise passionnant, pétillant. C'est ce qu'on voit à l'antenne. Nicolas Rigaud, comment l'agence accompagne-t-elle ce type d'entreprise? Parce qu'il y a une urgence et une rapidité d'intervention à avoir. Alors, l'agence, en fait, pour symboliser l'accompagnement public, va d'abord écouter, bien sûr, le besoin de l'entreprise. Là, on a affaire à une start-up qui doit réagir, qui est déjà sur un mode très agile. Donc là, on a un effet levier en innovation. C'est ce dont parlait M. Chambard, c'est l'accompagnement par le CEA pour trouver une solution sans contact, puisque le verrou, en fait, c'est que maintenant, par rapport à l'ancienne offre, les bornes, on ne peut plus les toucher. Notamment, en plus, c'est une entreprise qui exporte sa solution un peu partout. Donc, c'est de développer une solution sans contact et c'est là où, effectivement, l'agence a mis en relation la problématique technologique de cette entreprise avec les ressources scientifiques et technologiques qu'a le CEA et notamment sa cellule de transfert technologique, le CEA Tech. L'objectif aussi, ça c'est le rôle de l'agence, c'est de mettre en contact d'adresser en fait les bonnes références technologiques qui peuvent lever des verrous, tout en permettant quand même qu'une petite entreprise adresse quand même une structure aussi importante et qui peut être des fois un peu impressionnante qu'est le CEA. Il s'agit de faciliter ce contact. Merci beaucoup, Nicolas. Je tiens tout de suite à évoquer la question du sondage, puisque tout à l'heure, on vous a posé cette question. Vous êtes 5% d'ETI, 38% de PME et 18% d'indépendants et 39% autres. Donc voilà à qui nous avons affaire aujourd'hui et merci d'avoir participé à ce sondage. Maintenant, on attend vos questions et elles commencent à arriver et c'est très bien. Je vous propose de poursuivre ce plateau avec vous, Frédéric Lagoire. Vous êtes président de Technologistique que vous avez repris en 2008. Cette entreprise, on l'a dit tout à l'heure, est localisée à Aulnat, dans le Puy-de-Dôme. Et vous fabriquiez, je ne sais pas, peut-être que vous allez continuer à en fabriquer, des fauteuils pour le cinéma, les salles de spectacle, l'aéronautique. On en a parlé tout à l'heure avec Nicolas Rigaud, un secteur particulièrement touché, mais les salles de spectacle également, puisqu'elles sont fermées. Et de plus, votre entreprise travaille
le sur-mesure. Dans nos échanges pour préparer ce plateau, vous nous avez dit que vous êtes un apporteur de solutions et j'aime beaucoup cette expression. Racontez-nous comment eh bien, on passe du fauteuil pour l'aéronautique à des chaussures comme celles présentes sur notre plateau. Alors, je dirais en recyclant les difficultés ou les impasses. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on avait fabriqué des masques et puis comme disait Geoffroy, on s'est retrouvé à ne plus pouvoir vendre nos masques et avoir 5 km de tissu, à ne pas savoir quoi en faire puisqu'on les avait complexés d'une certaine manière pour pouvoir répondre aux exigences de la Direction générale de l'armement. Et donc il a fallu trouver le moyen de soit faire un tapis jusqu'à l'hôtel de région, ce qui ne nous aurait pas apporté grand-chose, ou alors trouver des options et recycler justement cette difficulté. Spontanément, on n'aurait pas créé une marque de chaussures, mais derrière cette marque de chaussures, il y a une histoire. D'abord, on a réussi à comment dirais-je, à lever toutes les difficultés techniques parce que le tissu, a priori, on l'avait complexé pour des masques. Et puis voilà, on a mobilisé les équipes. On a la chance d'être agile parce qu'effectivement, on est des apporteurs de solutions. Et qui dit solution dit problème. Des problèmes donc il faut résoudre. Et c'est aussi trouver une opportunité dans les difficultés que l'on a pour sortir aussi la solution que d'autres n'ont pas trouvée. Voilà, c'est l'exemple. Cette marque s'appelle Sans les plumes. Pourquoi ? Sans les plumes, donc il y a un double sens. L'hommage à un de nos secteurs qui est le spectacle. Pour moi, le roi des masques, c'est le masque de carnaval, c'est pas le masque que l'on porte. Donc il a des plumes, celui-là n'a pas de plumes. Et il y a un deuxième, une deuxième signification, et ça c'est cocorico, c'est pour les Français ont du mal à se laisser faire. On a bien voulu fabriquer des masques. On ne veut pas y laisser des plumes. Donc, masque sans les plumes, ça fait long. Et sans les plumes, on a trouvé ça, que c'était élégant. Effectivement. Et voilà. Ça l'est. Donc, votre chaussure est ici. C'est un des premiers éléments de votre déploiement, puisque vous nous avez dit également que vous étiez en train de réaliser une sneakers. Tout à fait. L'étape 2, ça sera... c'est la sneakers qui, en fait, est plus qu'en gestation. Mais comme on dit, il faut commencer par le commencement. Donc on a estimé que on est le plus avancé sur les chaussons. Donc on a levé toutes les contraintes techniques, on en a fabriqué plusieurs dizaines à destination justement d'internautes, puisqu'on va lancer une campagne de recrutement de personnes qui vont tester et puis qui vont nous dire si on fait bonne route ou fausse route, et puis on corrigera. Et puis ça permettra aussi de créer une communauté. Et puis derrière ça, on a une histoire à raconter. C'est l'histoire qu'on disait tout à l'heure, c'est que mes équipes ont su se lever de bonne heure, ont su surmonter leur peur. Et au-delà on a une concurrence internationale qui est juste énorme en termes de coûts. Par contre, notre histoire, on ne peut pas l'inventer, c'est la nôtre. Voilà. Et ça... Voilà. Moi, j'ai une question à vous poser de la part d'un internaute. Faut-il une diversification forcée vers des opportunités ne représente-t-il pas un risque lié justement à l'aspect éphémère des opportunités ? Je vous dirais que l'antidote, c'est la mobilité. Parce que l'agilité, ce n'est pas une fois, c'est plusieurs fois. Voilà, pour faire court. Vous avez intégré à vos équipes une ressource qui est importante également pour développer le marketing, développer des actions de ce type, de la communication, parce que quand on n'a jamais vendu une marque propre, c'est un travail différent. Tout à fait. Alors, dans les solutions que l'on propose, on a toujours eu l'habitude d'aller rechercher. On a des choses que l'on sait faire par nous-mêmes et quand on arrive au-delà de ce que l'on sait faire, on sait aller le chercher ailleurs. Et là, en l'occurrence, on s'est rendu compte qu'effectivement, on était dans le B2B. Le B2C, c'est un autre métier et qu'il était nécessaire pour nous de recruter un directeur marketing. Voilà, entre autres, ça fait aussi partie de la structuration, mais de la nécessité, parce que si on veut commercialiser ce genre de produits, c'est plus le même métier.
Alors justement, j'ai une autre question. Comment vous est venue l'idée de fabriquer une chaussure? Quel est le processus? Justement, c'est vrai que c'est ce que je vous disais. Comment passe-t-on d'un fauteuil à une chaussure? Avec des machines à coudre? Ah bah, ça se passe entre 3h et 4h du matin. D'accord. Voilà, On dessine. Vous-même, vous designez. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, voilà, il y a une dose, il y a du stress. C'est difficile de dans le répondre à risque. cette Ouais, question. c'est difficile de répondre à cette question. Dans le risque, il y a opportunité. Puis à un moment donné, voilà, on peut être paralysé par le risque. J'ai très très longtemps été paralysé par le risque, avant de me dire que finalement échouer c'était pas grave, pour peu que on puisse rebondir. Et je pense que le risque est encore plus grand si on les prend pas le risque, parce que quand tout est fermé, quand il y a plus, soit vous vous lamentez, soit vous dites bon j'essaye. Et puis après tout, si j'échoue, au moins j'aurais essayé. C'est bien, c'est un beau message, il me semble. Nicolas Rigaud, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur les accompagnements qui vont être faits ou qui ont été faits auprès de Technologistique? Alors pour M. Lagoire, je pense qu'il a bien montré l'exemple de son dynamisme en termes d'agilité. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'accompagnement de la région consiste en fait à aller identifier où l'entrepreneur a besoin d'un petit coup de main, d'un effet levier ou d'un avis. Avec M. Lagoire, ce qui l'intéresse, c'est comment commercialiser à l'export sa solution et comment réfléchir à de nouveaux marchés à l'export. Donc là, c'est le programme Ambition Région Innovation, en fait, qui est un programme tout en un, qui permet de travailler avec un expert la stratégie que l'entreprise veut poser sur sa fonction export, et puis au-delà, éventuellement, un accompagnement pour aider au recrutement d'un cadre une fois que cette fonction sera structurée. Parce qu'effectivement, c'est de se dire, soit le dirigeant a la capacité, et je dirais l'assise pour pouvoir traiter lui-même le sujet, soit on sait très bien qu'après, voilà, quand les entreprises prennent une certaine taille ou une certaine complexité d'organisation et les marchés qu'elles adressent, il est vrai qu'après, il y a de la délégation de fonctions stratégiques, tout simplement parce que c'est très bien d'être chef d'orchestre, mais un chef d'orchestre, il doit pouvoir s'appuyer sur son organisation. Donc c'est là aussi où ça peut donner un petit coup de main, c'est un effet levier de l'accompagnement de la région. Merci Nicolas et merci Frédéric Lagoire pour ce témoignage. Geoffroy Millet, vous êtes dirigeant de Dennery Confection. C'est une entreprise que vous avez reprise en 2010. Elle est localisée à Saint-Germain-la-Prade dans la Loire. En Haute-Loire, décidément, c'est vrai que je m'étais trompée sur mon conducteur. Voilà. Donc voilà, c'est toujours pareil, c'est comme on se plante. Donc Haute-Loire. Donc la confection textile, vous voyez, j'y arrive plus. Confection textile matelassée en Haute-Loire. Vous dites vous-même que votre entreprise est labellisée donc patrimoine vivant, savoir-faire d'excellence. Vous n'êtes plus que 3 en France à faire du matelassage, aussi bien pour du très haut de gamme que pour des hôtels de luxe ou plus simplement pour des maisons de retraite. Comment justement rebondir à ce moment-là et quelles sont les opportunités auxquelles vous avez pensé pour vous diversifier? Alors effectivement, ça ne vient pas d'un coup de baguette magique comme ça. Effectivement, ça peut arriver au milieu de la nuit, comme le disait Frédéric. Ça peut arriver quand on se promène, quand on s'occupe de sa famille. Mais c'est surtout beaucoup d'échanges avec les employés. Où il a fallu effectivement leur dire, voilà, on est dans une situation difficile, la région nous a aidés avec l'apport d'une consultante qui nous a redynamisé un peu les équipes dans un premier temps, et on a dit, bon voilà, on a ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On est agile parce qu'on est une toute petite structure, on est 12 personnes pour l'instant, et soit on fait le dos rond pendant un certain temps, on a eu la chance de ne pas pouvoir fermer, ce n'est pas le cas de certains auditeurs qui doivent nous écouter en disant eux c'est plutôt terrible parce qu'on a fermé. Donc on a une situation plutôt favorable, nous, on avait un peu de trésorerie, on a dit alors qu'est-ce qu'on fait? Et donc j'ai recruté une jeune licence informatique et communication pour développer un peu notre site de vente en ligne, Mademoiselle Dennery, qui permet de vendre un peu nos produits propres, parce qu'on est surtout, vous l'avez dit, confectionneur en matelassage, entreprise qui date de 1946, mais on est des sous-traitants à la base. Et on se dit maintenant, on va peut-être aller vers une stratégie de marque, on va créer notre propre marque, on n'a pas cherché loin, Mademoiselle Dennery, il y avait plein de noms aussi, mais c'est vrai que là, on a pensé à ce nom-là, et qui permet de développer un petit peu nos structures, nos couettes
dite intelligente. On essaie de développer un petit alors peu ça. justement, vous avez pris un virage à 180 degrés, si je peux m'exprimer comme ça, d'une entreprise plutôt traditionnelle, on l'a dit, vous êtes plus de 3 en France à faire ce métier, vous allez tout simplement proposer une couette connectée pour travailler et capter les éléments du sommeil. Alors, comment cette idée vous est venue et est-ce que vous l'aviez un petit peu anticipé quand même ? C'est le propre du chef d'entreprise d'essayer d'anticiper un petit peu. Il faut aussi un peu d'audace aussi pour avoir. On doit prendre des risques. Ça, Frédéric l'a déjà dit, je pense que Romain le confirmera. Ça fait partie de notre adrénaline d'avoir un peu de risque. Bon, quand on a une petite structure à côté qui peut nous accompagner, c'est encore mieux. La couette connectée, elle est dans les cartons depuis 4-5 ans. Et c'est vrai que c'est le dynamisme de la région au point de vue aide économique qui nous a permis, avec le programme Boosté, Nicolas lira mieux. Ambition Performance, et puis aussi Boost, R&D Booster, voilà. Et qui nous a permis du coup de développer un peu ça. C'est un partenariat qu'on fait avec le CHU de Clermont-Ferrand, donc avec l'unité du sommeil. Il y a 26 unités du sommeil en France, avec une professeure très spécialisée là-dedans, et une entreprise qui est basée à Issoire, dans le Puy-de-Dôme, donc ça va être un produit auvergnat. Et qui va créer, lui, les capteurs, des accéléromètres qui analysent effectivement le cycle du sommeil. À la base, pour répondre à votre question, c'était un produit qui était plus dans l'air du temps. On voulait avoir un objet connecté, ça pouvait donner une autre image un peu moderne de notre entreprise un peu artisanale, qui date de 1946, vous l'avez dit. Mais on s'est dit, voilà, quel est vraiment le besoin ? Et là, on est rentré vers le côté plutôt médical, où on va donner effectivement... Oui, parce qu'il y a un véritable besoin, Geoffroy, vous me le disiez en préparant cette émission. Il y a beaucoup de gens qui attendent notamment de pouvoir être sondés, mais aujourd'hui, on les sonde à l'hôpital, avec des systèmes de casque assez complexes. C'est la polyssonographie, Oui. donc effectivement, c'est ces grosses ventouses qu'on vous met sur le crâne en disant maintenant dormez, on va analyser votre sommeil. Donc ils ont déjà les difficultés, alors que nous, il n'est pas intrusif parce que ça reste des capteurs basés sur la couette. Donc c'est beaucoup de recherche, d'analyse, où là tout le personnel se mobilise. C'est vrai qu'au départ, c'est un peu difficile parce qu'on se dit, tiens, on part de loin. Donc du coup, ça capte la respiration, les battements de cœur, mouvement et température. D'accord. Voilà. Et les premiers essais sont plutôt encourageants et concluants. Donc Très bien. Quand est-ce que ce produit sera commercialisable ? Si j'étais Madame Soleil, je vous le dirais, mais non, c'est pas le cas. Bon, la Providence va nous aider à avancer un peu plus vite en ce moment, et du coup, on va essayer, on se donnait jusqu'à fin d'année prochaine pour avoir les pré-séries, et on espère en 2022. Il y a une question qui pourrait vous correspondre. La pandémie de Covid-19 a mis en lumière notre dépendance excessive, la dépendance excessive de nos entreprises à l'égard de la Chine. Vous l'aviez évoqué également. Arrivez-vous mieux, depuis la crise, à trouver des fournisseurs français et à produire en France ? C'est vrai que c'est une question difficile. Nous, étant entreprise du patrimoine vivant, on travaille beaucoup en réseau avec des partenaires qui travaillent vraiment en France. Du coup, on vend cette marque française, donc on est déjà bien développé avec les fournisseurs français. Haute-Loire, Puy-de-Dôme. C'est bon, j'ai quasi Rhône-Alpes, Auvergne, ça s'étend, on a même les Vosges. Donc, mais on reste un produit vraiment très français parce qu'on joue sur cette carte-là et on aimerait bien la privilégier. Effectivement, quand on a fait nos masques, on était un peu les sauveurs parce qu'on a réagi très très vite. Dès le 16 mars, on avait eu notre possibilité de proposer les masques. Après, au mois de mai, nos prix n'étaient plus tellement en compétition, mais on a des clients fidèles qui nous sont restés fidèles. Et puis après, on a repris notre affaire de confection de matelassage. Alors, vous avez sur le plateau des objets qui ne sont pas encore des couettes connectées, mais des cartes. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Les cartes permettent de lancer des discussions, des histoires. Les gens sont tous un peu passionnés de cartes. Là, c'est pareil. J'aime beaucoup la mer au Puy-en-Velay, qui n'est pas dans la Loire, mais en Haute-Loire. C'est un peu plus haut. On prend de la hauteur, comme ça, on voit plus loin. Je pense que c'est la V3. Voilà. Et donc, la carte marine, moi, j'aime bien les développer parce que j'aime beaucoup ça. Et du coup, je regardais l'hiver mes cartes marines papier. Or, un marin, et on le voit bien avec le Vendée Globe en ce moment, prend l'eau facilement. Donc, j'ai dit, on a quand même une
une compétence dans le textile, pourquoi ne pas les imprimer sur un tissu enduit? Donc on a fait un Comme sur les partenariat. nappes, hein, je le dis à nos internautes qui nous écoutent, c'est comme une nappe qui serait totalement étanche. Voilà. Et c'est vraiment très très beau. Donc il y a aussi bien des cartes IGN que des cartes marines. Voilà, on a signé partenariat avec le CHOM et l'IGN pour l'instant. On a d'autres projets déjà en cours avec Oui, est-ce qu'on peut les montrer, ces cartes? la Bibliothèque nationale de N'hésitez France. pas à les déployer, elles sont magnifiques. Je ne les ai pas vraiment très repassées belles. encore. Et elles sont en vente sur mademoiselledennery.com. mademoiselledennery.com. Voilà, C'est si ça vous c'est le intéresse. Mont Blanc. Voilà, là il y a le Mont Blanc, c'est absolument superbe. On a plusieurs régions. Quand on proposées. pourra retourner en montagne, ça ne serait tardé d'ailleurs. Voilà, ça je a été crois. un développement effectivement d'autres produits, parce que sinon on a les produits traditionnels, notre couette connectée, ou sinon nos couettes garnies de soie, garnies de laine. Bien passer sûr. l'hiver au chaud. Très bien. Merci beaucoup pour votre témoignage. Nicolas, qu'avez-vous entrepris avec l'entreprise de Geoffroy? Alors, entrepris, comme d'habitude, hein, on n'entreprend pas, on Non, accompagne. on accompagne, C'est pardon. toujours, j'insiste sur le principe. Hein, C'est vrai, là, vous avez raison. et notamment les dispositifs de la région, c'est pour avoir un effet levier, c'est pour accélérer, gagner du temps ou lever des difficultés. Je rebondis sur ce que vous disiez, il y avait le R&D Booster, effectivement, avec le laboratoire. C'est un dispositif de la région qui permet d'associer à des PME des laboratoires publics de haut niveau. Donc c'est en fait, c'est l'un des enjeux, notamment des missions de l'agence, c'est de rapprocher les grands centres de savoir. On parlait tout à l'heure du CEA avec Skiply, avec tout simplement des entreprises qui ont des besoins très pragmatiques. Et l'objectif, c'est d'arriver à faire cette interface et d'aider justement à adresser ces laboratoires. Vous parliez aussi, on parlait d'ambition performance, c'est-à-dire aussi, alors là c'est un autre programme que la région organise, où là effectivement les programmes ambition, il y en a plusieurs, il y a plusieurs thématiques, je ne rentre pas dans le détail, c'est de permettre d'amener de la matière grise, ce que je dis, d'amener un expert qui va venir aider le chef d'entreprise à réfléchir sur une thématique, à prendre du recul, voire à l'aider un peu à structurer sa stratégie. L'objectif là aussi c'est quand on est chef d'entreprise, souvent sur des PME, TPE, des fois on se sent seul dans les prises de décision et puis il y a quand même un poids de responsabilité et on vous demande souvent, vous messieurs, et même les internautes qui nous regardent, à avoir un cap, une vision qui, en période d'incertitude, n'est pas si simple que ça. Le programme Ambition, ça permet tout simplement d'avoir quelqu'un qui va se consacrer à une thématique et qui va avoir une feuille de route qui va vous accompagner sur le sujet. Geoffroy, je crois que vous avez eu quelqu'un, une consultante, qui est venue dans votre entreprise et puis ça a fait un petit déclic. Voilà, on se Est-ce sentait que un vous peu voulez petit nous pour une livrer? consultante, mais en fait, c'est vrai que quand les employés se sont posés pas mal de questions et puis les incertitudes dont parlait Louisa de Finesse, on a été effectivement accompagné par une consultante de Clermont-Ferrand qui est venue et qui a posé des questions simples. C'est comment avez-vous vécu cette période de Covid? Qu'est-ce que l'entreprise a fait pour vous et qu'est-ce que vous avez pu apporter à l'entreprise? Ces trois questions ont permis d'élayer quelques réponses intéressantes, pertinentes et qui ont recréé un petit peu de motivation. Voilà, donc ça, c'était vraiment un super accompagnement. Très bien, merci beaucoup. On enchaîne bien sûr avec vous, Romain Detellier d'Arc Industrie. Votre entreprise est localisée à Voiron, dans l'Isère, cette fois je ne me trompe pas. Date de création 1981 et vous l'avez reprise en 2016. Vous êtes un jeune chef d'entreprise d'une entreprise qui est plutôt dite traditionnelle, c'est de la tôlerie industrielle de précision. Et pour la première fois, vous avez, dans cette crise, lancé un produit propre qui est un distributeur de gel hydroalcoolique. Mais pas seulement, puisque vous allez nous expliquer un petit peu tout ça. Vous vous êtes lancé dans la fabrication de portiques de compostage, notamment pour le métro d'Hanoï. C'est une aventure absolument incroyable. J'ai envie de vous poser une question. D'ailleurs, il y en avait une qui arrivait assez vite pour vous, et précisément un internaute qui vous connaît peut-être. Nous disons, question pour Monsieur Detellier. Fabriquer des distributeurs de gel hydroalcoolique peut-il compenser de manière significative une baisse de commandes pour une entreprise comme la vôtre, au-delà du défi humain que cela a demandé? Alors, je vais parler plutôt au nom d'Arc Industrie, mais pour répondre à la question, oui, pour certains, ça a été des leviers de croissance gigantesques, puisque le premier acteur, une PME du sud de la France qui faisait du mobilier urbain, a créé son distributeur de gel et il a inondé le marché.
Et c'est tant mieux pour lui. Ils ont fait un beau produit qui a marché. Donc, bravo à eux. Vous n'étiez pas les premiers, donc du coup, c'est ce Nous, que vous on êtes a- en train de nous expliquer. Exactement, on n'était pas les premiers. Encore une fois, nous, on s'est concentré d'abord sur nos clients qui ont eu des besoins, certains un peu dans le médical, donc il fallait répondre à cette demande-là. D'autres avec qui on travaillait depuis un moment sur la supply chain, puisqu'on a des clients grands comptes habituellement. Donc Est-ce qu'on peut préciser ce Pardon, terme oui, la supply chain, on peut l'intégrer en chaîne de valeur ou chaîne logistique. Mais notre idée, c'est d'apporter toujours plus de valeur dans la chaîne, dans le produit qu'on apporte à nos clients. Donc, c'est l'idée, nous, la stratégie, elle est clairement ici. Développer une chaîne de valeur de plus en plus complexe et personnalisée pour nos clients. Donc ça, c'est la valeur d'Arc Industries. On a vu les distributeurs arriver, l'équipe a dit pourquoi pas nous. Moi, j'avais des croyances très très limitantes sur la création de produits propres. Alors que votre équipe, au contraire, était particulièrement m'avait déjà active. challengé un petit peu là-dessus. Et donc j'ai dit allez-y parce que moi je vais pas y arriver sans vous de toute façon. Et c'est votre idée, vous l'apporterez beaucoup mieux. En ce qui nous concerne, non, ça n'a pas compensé. Ouais. On fait 3 600 000 euros de chiffre d'affaires sur 2019. Sur 2020, il y a 700 000 euros de pertes sur notre business habituel. Ouais. Les distributeurs ont représenté entre 50 et 100 000 euros. Ouais. Donc c'est, enfin 70. Donc c'est pas, ça compense pas, non. À notre niveau, ça compense pas. Ce qui compense, et on a de la chance de terminer 2020 sur une année stable, c'est toute la stratégie qu'on avait mise en œuvre auparavant, justement de cette augmentation de chaîne de valeur. On a été accompagné par la région sur stratégie PME, qui avait confirmé il y a 2 ans cette stratégie mise en œuvre en équipe. Et du coup, dans le brouillard, on a dit il faut foncer vers ce qu'on sait faire, là où on s'est construit, là où nos clients aiment cette valeur qu'on leur apporte, cette valeur unique. Donc, le produit, il a été conçu comme on sait le faire, de manière industrielle, en volume important, donc on a des stocks, et personnalisé pour les clients pour être à leur image, à leurs besoins. Aujourd'hui, on a une boutique en ligne qu'on n'avait pas au moment de la crise. Donc ça, on a appris aussi, on a été accompagné par une marketeuse freelance qui a fait du super boulot. Donc, et là, on continue, on développe de nouvelles stratégies de commercialisation qu'on ne connaissait pas, parce qu'on est quasiment dans le B2B, même si c'est des commerçants ou des cabinets médicaux qui achètent. Et puis, notre stratégie, c'est donc de développer de la croissance externe aussi. Donc, encore une fois, notre manière de réagir face à cette crise, c'était de dire, si notre cap il est là, alors on va dériver un peu parce qu'il faut savoir s'adapter un petit peu, mais notre cap, même si on n'y voit rien, on le garde et on espère qu'il n'y a pas de mur ou d'abîme. Si vous le voulez bien, parlons de ces fameux portiques de compostage pour Hanoï. Comment ce marché est arrivé à Voiron ? Alors, c'est une belle aventure aussi. Encore une fois, une aventure commerciale. On a un responsable commercial qui fait un travail d'enfer. Qui a été contacté via notre site il y a 1 an et demi sur tiens, est-ce que ça vous intéresserait de faire ça ? On cherche un taulier. Ouais. Donc vous n'en aviez jamais fait ? On n'avait jamais fait. Par contre, on a regardé qui était le client, qui est un client qui fait 3 milliards de chiffre d'affaires, un client britannique qui fait 3 milliards de chiffre d'affaires. Et c'est typiquement les cibles qu'on a, des grands comptes qui ont besoin de supply chain complexes et personnalisées. Donc on s'est dit, on y va. On est allé les voir en Angleterre quand on avait le droit de se déplacer en octobre et novembre dernier, 2019, pardon. Et la relation se faisant, puisqu'on crée une relation très privilégiée avec nos clients, on parle beaucoup des émotions qu'ils ont, leurs rêves, et ça les a séduits. Et on a réussi à obtenir ce marché. Donc c'est la fabrication des gates, donc des portiques pour entrer dans le métro. Et on a, pendant la crise, pris un atelier d'assemblage, 300 mètres carrés, développé un projet beaucoup plus complexe que ce qu'on savait faire, puisqu'il y a 300 composants à assembler. Il fallait prendre des risques, comme on le disait tout à l'heure. Donc on a engagé pas mal d'argent. En plus, en tant que débutant sur les contrats internationaux, on a fait des erreurs sur les délais de paiement, ces choses comme ça. Et on a été soutenu, encore une fois, BPI France, la région, et un client qui est fiable, qui a compris qu'on était dans une période compliquée et qu'il n'allait pas nous laisser tomber. Et en plus, là, on fait les premières livraisons aujourd'hui.
auprès du client final. Bravo, très bien. Ça donne un petit peu du baume au cœur dans ces périodes difficiles. Je vous propose d'enchaîner avec la vidéo de Capacity Biotech. C'est un chef d'entreprise, Frédéric Rotzinek, que nous allons entendre, le président de cette entreprise, Capacity Biotech, qui est une entreprise de l'Allier, créée en 2005, et qui lui fabrique des tests de dépistage de drogues immunochromatographiques. Ils se sont diversifiés en mettant au point, en un temps record, des tests Covid. On regarde tout de suite ce sujet. La crise de Covid-19 nous a impacté comme tout le monde par sa soudaineté, par le fait que ce soit une situation complètement inconnue. Donc comme tout le monde au début, on a été un petit peu sonné. Comme tout le monde au début, on a un petit peu subi la situation, mais extrêmement rapidement, on s'est posé la question de quelle façon on s'adapte, de quelle façon on peut être suffisamment flexible pour pouvoir transformer notre offre produit, qui sont des tests de drogue et qui servent en milieu professionnel et médical, de façon à pouvoir correspondre à la demande qu'on avait sur le terrain, notamment demande de dépistage et de tests. Et c'est pour ça que très rapidement, on s'est posé la question comment est-ce qu'on fait pour transformer un test de dépistage de drogue en test de dépistage Covid-19. Ça a demandé 6 mois de recherche et développement, ça a demandé l'aide de la Direction générale de l'armement, ça a demandé beaucoup d'efforts, mais au final on y est arrivé. Maintenant on va acheter nos machines et d'ici quelques semaines, quelques mois, on va commencer à produire en volume les tests dont le terrain a besoin et on va les produire en France. Pour le moment, ce qu'on fait, c'est qu'on a développé des tests de dépistage sérologique, des tests de dépistage virologique contre le Covid-19. On va maintenant acheter des équipements, des machines pour pouvoir les produire en volume. Et donc 2021, pour nous, ça s'annonce assez industriel dans la mesure où il est prévu de pouvoir fabriquer et produire ici, dans nos locaux et avec nos nouvelles machines, des volumes importants de tests de dépistage Covid-19 pour pouvoir répondre à la demande. Alors j'ai bien conscience que cette crise a frappé tout le monde, mais je pense qu'il faut impérativement et absolument éviter le repli sur soi, éviter de trop faire le dos rond et se demander très vite, immédiatement, comment on peut rebondir, comment on peut se diversifier, comment on peut apporter sa pierre à l'édifice en transformant son offre produit, en transformant son offre service, de façon à devenir utile à cette crise contre le Covid-19 et apporter sa pierre, ce qui aidera de toute façon à rebondir sur l'activité en 2021 et les années qui viennent. Un beau message d'optimisme, en effet, de ce chef d'entreprise courageux qui s'est remis en question. Nicolas, rapidement, comment accompagner et comment mettre en place tout ça pour répondre rapidement à ce besoin de Capacity Biotech. Pardon. Oui, pour Capacity Biotech, on a une entreprise de santé qui est tombée dans un effet d'opportunité. C'est particulier. Là, typiquement, on est sur l'accompagnement de la région avec une solution d'aide à l'investissement productif pour passer de la R&D à la production industrielle de grande masse. Et donc, il y a notamment en ce moment un dispositif de la région pour aider les entreprises de santé qui vont développer des matériels destinés à lutter justement contre l'épidémie du Covid. Dispositif aussi, solution investissement industrie du futur, qu'on peut retrouver aussi, dont ont bénéficié également la société d'Enri ou la société Arc Industrie. Très bien, j'ai quelques questions, il me reste très peu de temps. D'abord, je voudrais m'excuser, parce que vraiment, on n'a pas eu le temps de répondre à toutes les questions. Sachez que toutes les questions auront une réponse. Voilà, l'agence s'y engage et donc on le fera évidemment. Je vais en prendre une un peu par hasard. Ces différentes diversifications ont-elles évité des départs de salariés? Augure-t-elle de futures embauches? Quel type de poste opérationnel et stratégique? On a parlé des webmarketeurs, on a parlé de communication. J'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui est majeur dans vos organisations. Est-ce que vous voyez d'autres postes ou est-ce que ça a évité des départs de salariés? Comme le disait le dernier témoignage, effectivement, soit on fait le dos rond ou soit on va dans une dynamique. Et du coup, c'est la formule de l'écrivain américain, le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste pense qu'il va changer et le réaliste, il ajuste ses voiles.
Donc bon, nous, on a décidé d'embaucher. J'espère que ce sera une bonne opportunité. C'est votre cas aussi, Romain Nous Letellier? aussi, et puis dans le cadre de nos projets de croissance externe, on a deux choses. Une Évidemment. augmentation de capital, donc ça c'est aussi un choix d'entrepreneur qui n'est pas simple, Non, qui est c'est prendre des risques. parfaitement, enfin qui est incroyable aussi parce que ça va nous permettre une accélération gigantesque. Et dans le cadre de cette accélération, parce que là on signe la semaine prochaine, Vous allez doubler vos effectifs, je crois. donc acquisition et effectivement de postes stratégiques, Oui. on a donc un directeur financier qui intègre le groupe. À partir de la semaine prochaine, il sera avec nous. Donc c'est aussi la structure. Dans la diversification, il y a besoin de structurer et c'est aussi son rôle. Frédéric, le mot de la fin. Oser. Oser. Osez, très bien, Oser. merci. N'ayez pas peur d'échouer. Parce que parfois, l'échec, c'est la chance de sa vie. Très bien. Merci beaucoup à vous tous d'avoir été sur ce plateau avec nous. Je vous remercie bien sûr de vos participations. On se retrouve pour la prochaine table ronde avec Marilyn et ses invités sur la thématique relocaliser, industrialiser, digitaliser, engager la RSE. Comment préparer le rebond? Merci, on va aller assister à cette table ronde. Je vous remercie encore de votre présence. Merci. C'était de beaux témoignages et j'espère que les internautes s'y sont retrouvés derrière leur écran. Merci à tous.